que nous n'avons pas encore, les maisons de fiducie, les brokers and dealers, les fonds de pension que nous avons et toutes autres institutions financières comme le prévoit la loi. Aujourd'hui, nous avons quelques avancées au niveau institutionnel, par exemple des institutions comme Profin, qui jouent un rôle en tant qu'institution financière non bancaire, et nous souhaitons que d'autres institutions viennent. Au niveau du marché, on a d'abord un marché monétaire de très court terme, et c'est pratiquement ce marché-là que nous avons aujourd'hui chez nous. Et nous avons un marché de capitaux, d'actions, d'obligations à plus long terme que nous n'avons pas encore chez nous. Nous avons un marché de produits dérivés, un marché de change que nous avons, bien que ce ne soit pas un marché super transparent, on souhaite qu'il le devienne, et on a d'autres marchés possibles. Maintenant, comment on mesure le développement financier? Le développement financier en général se mesure par 3 critères fondamentaux: l'accès, la profondeur et l'efficience. Et pour parler du niveau de développement financier en Haïti, faut-il bien que l'on regarde ces 3 critères et que l'on voit ce qui se passe en Haïti au niveau de l'accès, au niveau de la profondeur et au niveau de l'efficience. Donc, pour revenir aux mesures du développement financier, si on considère l'accès, la profondeur et l'efficience, si nous prenons les critères pour mesurer encore une fois les 3 critères, au niveau de l'accès pour les institutions, on considère le nombre de succursales par 100 000 habitants, le nombre de points bancaires, le nombre d'ATM par 100 000 habitants, la banque mobile. Au niveau de la profondeur, les dépôts en pourcentage du PIB, les actifs de fonds de pension en pourcentage de PIB encore, les actifs des compagnies d'assurance, tout ça en pourcentage de PIB, les fonds mutuels, etc. Quand on parle de profondeur, ça veut dire quoi? Quand on parle d'approfondissement financier, référence qui montre clairement la panoplie de produits financiers à la disposition des agents économiques. Parce que le challenge, c'est d'arriver à donner aux ménages une diversité de produits financiers qui leur permettent d'avoir des alternatives par rapport aux dépôts bancaires, tout simplement. Donc, vous tous ici qui êtes dans la salle, vous savez que ces alternatives aujourd'hui n'existent pas énormément chez nous, et on va y arriver. Donc, quand on parle de profondeur, c'est ce dont on parle. Et au niveau de l'efficience, on regarde la concentration des banques, en général les 3 premières banques, le spread prêt sur dépôt, l'overhead, ça veut dire les coûts fixes au niveau en pourcentage des actifs, la marge d'intérêt bancaire et les autres revenus. Donc c'est le canevas classique, usuel, pour évaluer le niveau de développement financier en regardant les institutions. Maintenant, on peut faire la même chose en regardant les marchés, et au niveau des marchés, on regarde le nombre d'émetteurs de dettes, ça veut dire que de bons et d'obligations, la capitalisation boursière, ça veut dire le nombre d'actions de compagnies qui sont cotées en bourse et la valeur de toutes ces actions-là. Au niveau de la profondeur, on regarde pour un certain niveau de PIB que représente cette capitalisation boursière, les bons émis par l'État en pourcentage du PIB, les bons du secteur financier en pourcentage du PIB et les bons du secteur non financier. Et en termes d'efficience, c'est certainement le ratio de turnover, de rotation, où on regarde combien de fois on arrive à rouler la capitalisation boursière, le nombre de fois que les actions changent de main. Et c'est un indicateur très puissant quand il s'agit de mesurer la liquidité sur le marché. Parce que quand vous avez une action, c'est une chose, une obligation, c'est une chose,
mais on se soucie aussi de la liquidité. Si je veux m'en défaire, quel est le risque de liquidité ou de market risque que je prends? Et ça se mesure comment? Ça veut dire que quelle chance ai-je pour vendre ce titre sans encourir une perte? Donc, tout ça, je le dis, j'entre un petit peu dans les détails pour vous montrer la pertinence de ces trois critères. Maintenant, regardons pour Haïti la performance du secteur financier. Disons tout de suite que le marché, il n'existe pas vraiment, et au niveau de la performance du système financier, au niveau de l'accès, vous n'êtes pas sans savoir que l'accès pose problème et la Banque centrale et l'État haïtien ont déjà adopté une stratégie nationale d'inclusion financière parce que justement l'accès pose problème. Le nombre de succursales pour 100 000 habitants, c'est 1,7. Le nombre de points bancaires, c'est 8,35 par 100 000 habitants toujours. Le nombre d'ATM par 100 000 habitants, 1,14. Le nombre de banques mobiles, ces chiffres ne sont pas disponibles, bien qu'il y ait quelques programmes qui marchent peu ou prou. Il y a Unibank tous côtés, avec un réseau d'agences. Il y a le Tchotcho Mobile, il y a l'agent PAM ou bien le programme de la BNC. En tout cas, il y a plusieurs programmes qui viennent quand même, qui pourraient venir améliorer ces chiffres au niveau de l'accès. Et nous devons également souligner que beaucoup d'efforts se font pour justement offrir les services bancaires aux populations reculées, dans les localités reculées ou défavorisées. Au niveau de la profondeur, le ratio dépôt sur PIB, 38,46%. Les actifs de fonds de pension sur PIB, ce sont des informations qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont pas publiées régulièrement. Donc j'ai mis non disponible. De même pour les compagnies d'assurance, et vous voyez le ratio crédit privé sur PIB en pourcentage, 11,78%. Il y a beaucoup de progrès quand même qui ont été effectués au cours des dernières années, depuis le tremblement de terre, où on avait un ratio de crédit sur dépôt totaux de 29%. Aujourd'hui, ce ratio tourne autour de 45 à 48%, ce qui est un progrès, mais ce chiffre n'est pas là. Au niveau de l'efficience, les trois premières banques de la place représentent 79% de l'actif, 72% des prêts bruts et 80% des dépôts. Et je vous fais grâce des autres détails sur les prêts, etc., pour passer tout de suite à un tableau comparatif qui montre la situation d'Haïti par rapport à d'autres pays. Et vous allez tout de suite voir que Haïti, dans ce tableau, est comparable en termes de performance à l'Afrique subsaharienne, en termes de PIB per capita. Beaucoup de pays sont comparables à Haïti et est comparable aussi aux pays à bas revenus. Et c'est là où nous sommes. Et vous voyez que les concentrations, quand nous parlons de 79% de concentration au niveau bancaire pour Haïti, l'Afrique subsaharienne tourne autour de 80% et les bas revenus encore 80%. Et vous remarquerez que même pour les pays à haut, la concentration bancaire est quand même relativement forte. Et donc, mais le ratio pour Haïti, le plus faible, est le ratio crédit sur PIB qui est de 11,78%, alors que nous faisons nettement moins bien que l'Afrique subsaharienne et les pays à bas revenus. Au moins 50% en moins. Donc, cette performance-là, est-ce qu'on peut blâmer le système bancaire? Bon, comme moi, je l'ai toujours dit, cette performance reflète beaucoup de contraintes. Et ce n'est pas vrai, nécessairement vrai, que le système bancaire soit un système qui ne veut pas prêter de l'argent. Le problème du crédit est symptomatique des
contraintes et obstacles au crédit. Et je pense que la Banque centrale a toujours fait des efforts pour le souligner, pour qu'on fasse des efforts pour lever ces obstacles structurels. Le développement financier est autant juridique qu'économique et financier. Parce qu'on parle avant tout de confiance et on parle d'investisseurs qui doivent avoir assez de confiance dans des émetteurs de titres pour les acheter. Donc la réforme du droit des sociétés en Haïti, la protection des minoritaires, etc., la bonne gouvernance, le contrôle des dépenses, etc., au niveau des sociétés émettrices, va être un chantier extraordinaire et incontournable si on veut vraiment avoir un marché financier. Maintenant, au niveau économique, on l'a vu tout à l'heure, on a vu que les pays à bas revenus étaient logés pratiquement à la même enseigne en termes de performance. Et il y a une cause à cela. Il y a un manque d'opportunités d'investissement viables. Tout le monde le sait, on parle de la porosité de la frontière, on parle d'absence de politique commerciale claire, etc. Mais si nous voulons financer, que ce soit par les banques, que ce soit par les marchés, faut-il bien qu'on commence par se dire ce que nous allons financer, se décider à cibler des secteurs qui méritent notre attention, où nous puissions gagner et conserver un avantage compétitif. Cela est fondamental. Et ce sont des chantiers transversaux parce qu'à ce moment-là, on réalise que tout se tient. Tout est interdépendant. Le bas niveau de développement et de revenus, parce que les unités en surplus de revenus, ce sont des unités, en général, les ménages, les agences économiques, les individus et les ménages, qui ont de l'argent, qui ont réussi à épargner et qui vont investir leur épargne. Donc, quand il n'y a pas de revenus, l'épargne étant un résidu du revenu, l'épargne, en général, est faible, ce qui est tout à fait logique et il n'y a pas à s'étendre là-dessus. La faiblesse des revenus de l'État, qui vient empêcher une administration budgétaire fiable, où l'État puisse émettre des titres et créer justement un marché de titres de l'État avec un yield curve, une courbe de rendement. Et sans cette courbe de rendement, il est difficile d'avoir une référence en termes de l'actif sans risque. Parce que c'est l'État qui est considéré comme l'entité qui ne peut pas défaillir, et c'est cette entité-là qui sert de benchmark et de référence pour la rémunération de tous les autres titres. C'est ce que nous dit la théorie financière. Donc, au niveau du développement du système financier, il y a des prérequis, il y a des co-requis. J'ai choisi de dire co-requis parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une séquence arrêtée pour conduire les réformes. On peut s'attacher à des petites victoires tout en essayant de poursuivre les réformes fondamentales qui doivent venir créer justement une solidité fiscale de l'État. Les efforts de consolidation fiscale peuvent se faire. Et vous allez le voir, d'autres pays ont réussi à faire et se faire en faisant. Donc, la transparence et la confiance, j'en ai déjà parlé. Les opportunités d'investissement, on en a déjà parlé. La diversification et l'encouragement des investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension, les compagnies d'assurance, etc. Et au niveau des investisseurs retail, les individus, les ménages. Et cela passe nécessairement, quand on parle de retail, par l'encouragement des organismes comme justement les fonds mutuels, les intermédiaires non bancaires, les gérants de portefeuille et, très important au niveau informationnel, les organismes de rating qui puissent dire que cette entité émettrice a un niveau de crédit. En général, on parle par exemple aux États-Unis de AAA. Est-ce que c'est un investment grade? Est-ce que c'est un speculative grade?
Donc, à ce moment-là, ces organismes de rating doivent jouer un rôle très important et également l'éducation des investisseurs et émetteurs. Mais tout cela est poursuivi en général 4 piliers fondamentaux. Ce sont 4 piliers sur lesquels les réformes doivent se focaliser. Premièrement, il s'agit du cadre macroéconomique pour la stabilité économique, pour qu'on ait une inflation modérée, et c'est important pour le pricing des instruments financiers. Je suis déjà à l'autre slide. Donc, le cadre macroéconomique, la solidité du système bancaire, la solidité du cadre institutionnel et légal et la solidité de la réglementation et de la supervision. Ensuite, il s'agit de focaliser l'attention et de concentrer les efforts pour des réformes porteuses au niveau de ces 4 piliers. Maintenant, chez nous, par exemple, il y a un problème au niveau de la stabilité macroéconomique. Et nous l'avons montré, puisqu'il n'y a pas une stabilité macroéconomique, il y a une dépendance de l'État du financement monétaire du déficit à cause d'une pression fiscale qui est faible. Cette stabilité macroéconomique qui n'est pas là vient compromettre l'émission des titres de l'État au prix de marché, parce que ça coûterait vraiment trop cher à l'État si l'État devait faire des auctions, des bids pour qu'on mette un prix sur les titres de l'État. Bon, premièrement, ce serait des titres de court terme, et deuxièmement, si on devait avoir des titres de long terme, ça voudrait dire quoi? Qui va acheter un titre de l'État haïtien sur 10 ans? Penser long terme pour un titre de l'État, ça pose problème. Mais quand ça pose problème, ça veut dire quoi au niveau de la théorie financière? Ça pose un problème au niveau de l'actif sans risque, qui doit être l'actif public de l'État, et ça pose un problème au niveau des différentes maturités que l'on pourrait avoir pour qu'on ait justement des titres longs, des ressources longues, avec des maturités longues. Donc, le yield curve, on ne peut pas le construire. La courbe de maturité. La courbe de rendement, ça veut dire qu'en général, comment on construit une courbe de rendement? On prend le même titre avec la même qualité de crédit, le même rating, qui est un titre public, et c'est la maturité seulement qui change. Et on regarde les rendements réclamés par les investisseurs pour les différentes maturités. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan men et puis c'est à qui on canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chérie? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH? Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar a monté dans 3 mois et en plus n'a joine 7% intérêt clé par année. Donc si vous avez 50 000 goud journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou a toujours ka acheter même $800 et puis ou a bien presque 900 goud d'intérêt en plus. Qui ça dit là? 7% intérêt et puis en plus yon ti tchotcho k'ap couvri valeur goud ou perdi ya? Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'argent protégé des affaires dollars qu'a plaidé monter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'bral lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Jodi a nous besoin 70 gouttes pour $1 américain, alors que ça gen 20 ans nous te besoin seulement 16 gouttes pour $1. Ça gen 30 ans nous te besoin 5 gouttes pour $1 américain. Qui ça qui explique dégringolade ça? Gen une loi économique qui prouve plus ou besoin yon bagay, c'est plus valeur l'augmenter. Et moins ou besoin, c'est plus li perdi valeur. Si par exemple dans yon marché, gen 100 moun qui besoin d'avocat alors que gen seulement 10 grains d'avocat.
ça a fait prise à boka à monter. C'est même jantou, si gen 100 graines